Plus 30% sur ces derniers jours sur Unibail Rodamco Westerfield. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on est parti sur une pente haussière? Est-ce que Unibail va forcément se relever et aller retoucher les points hauts qu'elle a pu connaître récemment? On va regarder ça tout de suite. Donc là, vous la voyez ici, on est passé de 43 la dernière fois que j'ai pu faire mes vidéos à, hop là, on est à prix 60% à 67 € aujourd'hui. Donc si vous ne connaissez pas Unibail Rodamco ou si vous n'avez pas entendu parler de cette entreprise, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai fait précédemment sur elle. Je vous la mets un petit peu à droite sur l'écran. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a eu une inflexion aussi énorme, une aussi belle pente haussière? Donc après, c'est quand même à mettre en relation avec la pente baissière de long terme de Unibail Rodamco qui est quand même partie en 2015 de plus de 256 et aujourd'hui on est à 66. Alors est-ce que c'est maintenant qu'il faut se positionner? Est-ce qu'on a eu une inflexion, c'est-à-dire est-ce qu'on est parti sur cette pente haussière qui va continuer ou pas? On va essayer de comprendre ça. Alors on va aller le voir à partir d'ici. On voit que il y a récemment, là, vous les voyez, les derniers jours, on l'a vu par exemple ici, le secteur de l'immobilier européen devait profiter en 2024 de la baisse attendue des taux d'intérêt des grandes banques centrales, du retour au bureau des salariés d'un environnement plus favorable aux fusions et acquisitions, estime JP Morgan. Là on voit ici, il met cependant en garde sur les valeurs liées aux centres commerciaux comme Unibail Rodamco et Klépierre, estimant que la déflation des prix dans l'alimentation et l'habillement sans augmentation des volumes pour accentuer la pression sur des foncières de ce type. C'est mal connaître ce genre d'entreprise qui, en tout cas, normalement, quand elles ont des entreprises, c'est-à-dire des très beaux centres commerciaux comme pourrait l'avoir Unibail Rodamco en Angleterre, en Australie, en France, etc. Quand vous avez de ces genres de centres commerciaux, vous savez que tôt ou tard, il y aura un nombre de footprints qui reviendra à la normale. Ce qu'on avait pu voir donc dans les bilans commerciaux, donc dans le DEU qu'avait proposé Unibail Rodamco l'année dernière, on l'avait pu le voir que les footprints avaient augmenté. On voit que l'immobilier donc s'envole étant donné que l'immobilier va être le premier terrain qui va être préoccupé par l'augmentation et la baisse des taux. C'est comme ça qu'ils se financent, hein. Ils ont besoin de taux d'intérêt bas pour continuer de se financer. Donc aujourd'hui, on a une petite montée étant donné la baisse possiblement des taux de à peu près 75% de base sur les stabilités sont à peu près sur 525 ou 550 points de base. Donc à peu près 55% de points enlevés de points de base. C'est pas énorme, mais c'est le départ de l'inflexion pour ce genre d'entreprise. Alors évidemment, on ne connaît toujours pas l'augmentation par rapport à ce qu'on a pu avoir avant, hein, c'est-à-dire qu'on on va aller le mettre ici en intervalle des prix, on est quand même sur 74% de baisse, et avant on était sur 83% et on a pu descendre en 2020 sur 88%, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une valeur type Orpea en fait, hein. Voilà, type Orpea, qu'on a pu descendre à 27, et aujourd'hui on est à 66. Alors est-ce qu'on a eu des finances qu'ils ont pu améliorer? Est-ce qu'on a pu avoir du nouveau cash, un compte de résultat plus impressionnant, un revenu total qui a augmenté un peu plus? Là vous le voyez, depuis 2021 et jusqu'à là le revenu total qui continue de monter. Donc ça c'est important. On sait qu'on a eu des scissions, c'est-à-dire qu'elle veut essayer de rembourser sa dette. C'est le but, parce que là vous le voyez, la dette totale on est à peu près sur 28 milliards. Même si la valeur comptable par action on est à 118, en fait en termes de dette c'est beaucoup trop important. C'est-à-dire qu'on va aller le voir ici, en termes de revenus hors exploitation, en fait la dette elle va aller nous plomber. C'est-à-dire que là par rapport aux bénéfices d'exploitation, les charges d'intérêt sur la dette on est à 50%. C'est-à-dire que on va récupérer 50% de notre bénéfice va être utilisé pour la dette. Ensuite, sans prendre en compte les produits et charges exceptionnels qui pourraient être seulement liés à aujourd'hui, c'est-à-dire que là, on a eu certaines dépressions d'actifs, on a dû vendre certains actifs, donc effectivement, on a des produits et charges exceptionnels, mais sans prendre en compte ce genre de choses-là, on a des taxes qui sont quand même assez faibles. Participation bénéfice, on va aller prendre quand même là aussi un 20%, c'est-à-dire là on prend un 40, on prend un 20%, c'est-à-dire que là on va arriver sur, il nous restera seulement 40% notre bénéfice d'exploitation. En plus on a des taxes ensuite qui vont venir baisser notre chiffre, on va avoir là produits, charges exceptionnelles, etc. qui vont complètement nous dérouiller et vont nous faire avoir un revenu net négatif. Alors après, là vous le voyez dans les revenus d'exploitation, mais quand on regarde les cash flows, en fait ils parlent pas du tout les mêmes langages en fait. Vous le voyez là en termes de fonds provenant des opérations, 764 millions fonds provenant des opérations à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qu'on a en termes de revenus net? Vous le voyez, revenu net cash flow, effectivement, ça a été négatif. Et là vous le voyez ici, élément hors trésorerie, on récupère ce qu'on a perdu à ce niveau-là. C'est-à-dire que là vous le voyez, produits et charges exceptionnelles, moins 1,6 et moins 1. Et à ce niveau-là, là quand vous le regardez dans le fonds provenant des opérations, vous le voyez ici, éléments hors trésorerie 1.5 et 1.3, c'est-à-dire qu'on va aller récupérer ça dans notre cash flow activités d'exploitation. Donc il faut faire attention à ce compte de résultat qui peut être manipulé. Le cash flow, lui, en tout cas, nous donne le vrai résultat et ce qu'on a pu avoir comme argent. Et là, on le voit ici,
on continue de faire de la dépense d'immobilisation et on continue de se désendetter, c'est-à-dire qu'on va aller lâcher, on va aller vendre un maximum de ce qu'on peut avoir comme placement, c'est-à-dire des terrains, c'est-à-dire des immeubles, c'est-à-dire des bureaux, etc. On va aller tout vendre, on va aller vendre tout ce qui est possible d'être vendu aujourd'hui et ensuite voilà, on va aller rembourser notre dette. Alors là, on en a émis, pourquoi? Je sais pas, hein, on peut essayer de comprendre. En tout cas, ils ont coupé le dividende, comme ils l'avaient dit, ils émettent des actions pour pouvoir continuer d'aller faire des achats. Ils ont vendu une entreprise, alors qu'est-ce que c'était? Aucune idée, hein, j'ai pas lu spécialement le début pour savoir qu'est-ce que c'était. Sinon, ce qu'on peut savoir, c'est que, en tout cas, en termes de gestion d'entreprise, on voit qu'on commence à être un petit peu mieux. Je sais qu'on n'avait pas vu les statistiques, la première fois, en tout cas sur ma première vidéo, là vous le voyez que la marge brute, bizarrement, elle a augmenté en termes semestriels. On va la mettre en annuel hein, pour voir un petit peu, là vous voyez que les marges EBITDA ont diminué, les marges opérationnelles ont diminué. Donc on a possiblement une entreprise qui est donc été en perte de vitesse comparé aux autres entreprises, c'est-à-dire qu'en se disant que notre bilan, notre dette a augmenté, non, là en fait on est sur une entreprise qui a des marges de but qui baissent, une marge opérationnelle qui n'arrive pas à rester stable. Étant donné que là vous le voyez ici, hein, donc on va aller le voir, dépenses d'exploitation, on est sur des dépenses d'exploitation qui restent quand même à peu près stables. Hein, et par contre quand on le regarde à ce niveau-là, là on voit qu'ensuite en fait en 2022 ça a été complètement broken. Énorme, voilà. Haute dépense de fonctionnement, je sais pas qu'est-ce qu'ils prennent en compte. Pourquoi est-ce qu'on nous met ce genre de choses ici? Mais en tout cas, là vous le voyez, frais de vente généraux, on est à peu près sur un même niveau, donc là on essaye de tenir notre marge opérationnelle. C'est cool. Par contre, en coût des marchandises, est-ce qu'on a une dépréciation et amortissement assez important? On voit que ça n'a pas l'air d'être effectivement le cas. On a des dépréciations et amortissements qui sont extrêmement faibles. On va aller le prendre ici et le comparer avec notre dépense d'immobilisation, et en fait on voit que là ça n'a rien à voir. Hein. Notre dépense d'immobilisation est complètement broken par rapport à ce qu'on va pouvoir déprécier comme actif. Alors pourquoi est-ce qu'on déprécie si peu en actif? En tout cas en termes annuels, là vous le voyez effectivement, on a des dépréciations mais complètement, c'est anecdotique par rapport à la dépense d'investissement qu'on a, c'est anecdotique. Donc qu'est-ce que représente cette dépense d'immobilisation? Il faudrait aller regarder plutôt dans le DU parce que là en fait on a des chiffres mais on n'a aucune idée de à quoi ça correspond, parce que là cette dépense d'immobilisation qui a x10, x20, x30 fois la dépréciation, c'est complètement idiot en fait. Hein. Donc j'aimerais bien l'avoir ici, voilà, dépréciation et amortissement du cash flow, voilà, on a assez peu d'informations. Voilà, là on est sur le dernier trimestre, voilà, strong, 9 mois d'activité, avec les leasing activités qui continuent de performer pour les locations de Unibail, avec 1685 deals signés sur les 9 premiers mois, 5,5% year of the year, donc assez intéressant. Et ensuite on nous montre pareil que ça augmente. Vacancy à peu près à 6,1%, c'est-à-dire que 95% on est à peu près loué. C'est assez haut, mais comparé à certaines entreprises, c'est-à-dire qu'il y a énormément de rates qui sont cotés, et la plupart, on est quand même sur du 97, 98, voire 99. Donc on a du 94, c'est quand même pas énorme, hein, voilà. C'est pas énorme par rapport aux autres, mais en soi, c'est quand même assez intéressant. On voit que le turnover est assez important. Est-ce que possiblement les entreprises, voilà, il y a un impact et elles se disent, bon, il y a un petit peu moins d'intérêt à aller dans les centres commerciaux ou pas? Est-ce qu'elle ira retourner sur ses plus hauts? Ça a pas l'air d'être le cas. En tout cas, on le voit ici, Office et Other, on a une augmentation. Comment ça se fait, hein? Parce que Shopping et Center, ça m'étonne pas, et d'ailleurs, je l'attendais. Mais Office et Other, Gross Rental Income, une augmentation. Service Charge Income, une augmentation de 33%. Propriété and Service and Revenu, 5,3%. Une augmentation de 5,3%. En total, on est à peu près sur 3,7%. Alors après, là ici, Property, Service et Auto Activity, on voit qu'on a une baisse de 35%, je ne sais pas à quoi ça correspond. Un total avec 3,7%, si on va devoir se refinancer notre dette, parce que je ne sais pas à peu près à quand est-ce que la dette, je pense que ça ne doit pas être écrit, ça doit être écrit dans le DU, ça, donc aujourd'hui je ne pourrais pas le voir. Mais si on a voilà, une augmentation footfall, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui augmente, bon, on a une augmentation de 6%, c'est assez important. Et ensuite, non-sales, 7,9%, ça pourrait aller. National Sales, 2,7%. Ok, c'est assez intéressant. Maintenant, ici, on le voit, voilà, vacancy 6,1%, augmentation de 60 pips, c'est pas énorme. Aux UK, on est passé de 3,3 à 8,5 et à 9,4 en 2022, c'est-à-dire que là, bon, on arrive à aller trouver un peu plus de personnes pour signer des contrats. Ok, donc ça, c'est quand même assez intéressant à savoir. Et là, on voit développement pipeline, c'est-à-dire qu'elle a des nouveaux centres commerciaux qui devraient être prêts, 7400, je sais pas à peu près ça correspond à quoi. On dit qu'il y en a en Allemagne, etc. Donc en soi, ça peut être assez intéressant. On nous dit qu'ici, elle va vendre en Californie, elle va vendre en Mission East Valley, je sais pas où est-ce que c'est exactement.
Voilà, donc là ici on voit qu'ici à peu près on va vendre à 12% de discount ce qu'on a pu avoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle a vraiment besoin de se désendetter, donc je pense que c'est peut-être pas aujourd'hui qu'il faudrait aller investir sur Unibail Rodamco, étant donné qu'elle va avoir encore des projets de cession, qu'elle a encore des émissions de bons obligataires, dont un là qu'elle a fait le 4 décembre si je me trompe pas, donc maintenant il faut regarder les taux. Si on a eu un taux de croissance de 5% et qu'elle va aller s'endetter avec des bons avec à 5, 6, 7%, au final en fait on est complètement flat et on perd de l'argent. Donc aujourd'hui c'est pas assez intéressant, son bénéfice d'exploitation on est sur 50%, il va être récupéré dans les dépenses de la dette en fait, donc faut qu'elle arrive à être plus efficiente ou faut qu'elle arrive etc. Donc c'est une RS côté qui verse même pas de dividendes, donc il faut faire extrêmement attention. Aujourd'hui quand même la valorisation elle est quand même au ras des pâquerettes, elle est en dessous de ce qu'elle vaut, mais vu qu'il va y avoir beaucoup de scissions dans ce bilan, il va falloir faire attention et peut-être revenir plus tard. Voilà. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Moi je vous dis à bientôt.